Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série de conférences. On va tourner autour de notions tant psychologiques que du côté de la justice, que du côté de nos grands mouvements qui activent notre société d'aujourd'hui. Et pour cette rentrée, je reçois aujourd'hui l'avocate Besma Maghrebi pour que nous parlions ensemble de quelque chose qui finalement concerne toute la société dans son ensemble, le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement, c'est un mot qui s'est accentué ces 10 dernières années. On en parle beaucoup plus, mais finalement, sur le plan de la loi, est-ce que on pourrait dire que tout est mis en place pour pouvoir arrêter cette nouvelle forme de criminalité? Quel est l'impact psychologique? Quelles sont les réponses judiciaires? Besma, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui la loi, elle cadre bien tout ce qui est du côté du cyberharcèlement et qu'est-ce que risque un cyberharceleur? Bonjour Fanny. Alors là, au niveau de la loi, on a un dispositif juridique, je vais même dire un arsenal juridique qui est à mon sens suffisamment solide pour pouvoir d'un faire arrêter le cyberharcèlement et de deux faire condamner les auteurs du cyberharcèlement. Maintenant, la difficulté qu'on a est comment réussir à mettre en place de manière efficiente le dispositif juridique qu'on a. Alors, dans cyberharcèlement, je vais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est parce que beaucoup de personnes imaginent ce qu'est le cyberharcèlement, mais juridiquement, ça reste une notion qui est assez nouvelle. Dans cyberharcèlement, tu as deux mots. Tu as cyber et tu as harcèlement. Donc, cyber, c'est-à-dire Internet. Et harcèlement, qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement, ça va être des actes répétés qui vont nuire et qui vont dégrader l'état de santé d'une personne à la fois physique ou psychologique. Et la spécificité du cyberharcèlement, c'est que ces actes répétés qui vont nuire et qui vont dégrader l'état de santé de la personne vont avoir lieu sur un support qui est assez particulier, qui est Internet. Et donc, ça va pouvoir toucher un grand nombre de personnes parce que ça peut être fait, c'est des actes répétés qui peuvent être faits en public, mais ça peut être aussi fait dans un cercle privé. Et donc là, une fois qu'on sait ce qu'est le cyberharcèlement et lorsque une personne est victime de ça sur Internet, et très souvent, ça va être sur les réseaux sociaux, ça peut être à la fois sur Facebook, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, bref, sur divers réseaux sociaux. Alors, si tu veux, dans le détail du cyberharcèlement, si je m'arrête à ce qu'est juridiquement le cyber, c'est-à-dire sur Internet. En effet, le cyberharcèlement va concerner, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être des mails qui vont être envoyés à répétition. Ça peut être du harcèlement comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être principalement Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok. Maintenant, moi, selon mon expérience, le cyberharcèlement, on le retrouve, comme tu l'as dit, principalement sur Twitter et il est fait de manière extrêmement violente, mais on le retrouve aussi sur des forums. Aussi, et ça concerne beaucoup les jeunes, sur les jeux vidéo en réseau, où on va être avec des multijoueurs. Là, il y a énormément de jeunes qui sont victimes de harcèlement aussi sur les jeux vidéo, mais tu le retrouves aussi sur les blogs. Bref, on le retrouve un petit peu sur tous les supports qu'on peut avoir sur Internet. Et comment est-ce que ça va se matérialiser, se concrétiser exactement? Le cyberharcèlement, ça peut être des commentaires d'internautes à répétition qui vont cibler une personne à un moment donné. Ça peut être aussi, ça peut revêtir la forme de vidéos, ça peut être des montages d'images. Il y a des personnes qui ont été victimes de cyberharcèlement par des montages d'images. Ça peut être énormément de messages, comme je te disais, sur des forums. Et ça peut être des messages qui peuvent être à la fois publics ou privés. Voilà un petit peu ce qu'est le cyberharcèlement quand on regarde le support, le cyber. Et comme je disais tout à l'heure, le harcèlement en tant que tel, alors ça, c'est une notion qui existe depuis un moment parce que juridiquement, ça a été vite encadré en ce qui concerne le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. On a des lois qui sont apparues dès le début des années 2010. Maintenant, en ce qui concerne le cyberharcèlement en tant que tel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une évolution de la loi parce qu'on s'est rendu compte que c'était un phénomène qui était de plus en plus présent et qui avait des conséquences qui étaient de plus en plus graves. On a une loi en 2014 qui est venue
définir le harcèlement. Et d'ailleurs, j'ai un peu repris, c'était la loi du 6 août 2014 qui parlait en fait du harcèlement lorsqu'il était commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Mais ce n'était pas assez large et ce n'était pas assez spécifique pour pouvoir entrer en voie de condamnation à l'égard de personnes qui se rendaient coupables de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est là où donc c'était en 2018, et également là, il n'y a pas très longtemps, c'est assez récent, en 2022, à travers la loi du 4 mars 2022, qu'on est venu élargir un petit peu le champ d'application du cyberharcèlement. Où là, maintenant, le cyberharcèlement, ça va être le harcèlement, hein, principalement, on considère qu'il peut être commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Et le fait d'avoir complété cet article est extrêmement important parce que là, pour le coup, on rentre complètement dans le cyberharcèlement tel que toi, tu l'entends, par exemple, sur les réseaux sociaux, celui qui pose problème aujourd'hui. Alors, c'est des lois finalement qui sont là pour protéger, pour encadrer, mais dans une étude qu'on est en train de réaliser, notamment sur le plan psychologique du cyberharcèlement, ce qu'on peut constater, c'est que souvent les gens qui sont cyberharcelés ont l'impression que l'arsenal juridique ne suffit pas. Parce que déjà l'anonymat, mais parce qu'aussi parfois c'est des plaintes qui mettent beaucoup de temps à être instruites. Alors bien sûr, il faut le dire quand même, souvent ça aboutit. On peut condamner, les gens vont être condamnés. Donc il y a vraiment, c'est des dispositifs juridiques qui marchent, mais il faut beaucoup de patience. Et parfois, eh ben, ce temps-là est trop long. Et donc on voit vraiment des gens en fait, qui peuvent être détruits ou avoir de grosses conséquences dans leur vie. Enfin, c'est peut-être cette problématique d'anonymat. Donc, est-ce que toi, tu trouves que finalement, les dispositifs juridiques qui sont mis en place suffisent? Est-ce que dans ta vie d'avocate, tu constates finalement qu'il y a de vraies condamnations? Comment tu le dirais, toi, de ce côté-là? Est-ce que ça Alors moi, marche? c'est un peu ce que je te disais au tout début. Moi, je fais la distinction entre l'arsenal juridique, c'est-à-dire les lois qui existent et les moyens qui sont mis à notre disposition, et leur application. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'au niveau juridique, les lois, on les a. Les moyens d'action, on les a. Et quels sont-ils? Je vais t'expliquer, c'est assez simple. Lorsque tu es victime de cyberharcèlement, tu as une loi qui l'interdit, c'est l'article 222-33-2 alinéa 4 du Code pénal. Donc la loi, le dispositif, on l'a. Sur ça, il n'y a pas de difficulté. On te dit aussi que lorsque tu es victime de cyberharcèlement, il y a deux actions à faire. Là, tu as parlé de la plainte. La première des choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cyberharcèlement, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est un délit. C'est une infraction pénale. C'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de se rendre coupable de cyberharcèlement. Donc, une personne, normalement, n'a pas à être victime de ça. Maintenant, lorsqu'on est dans cette situation-là et on sait que c'est un délit, bien évidemment, comme tout délit, la première chose à faire est de déposer plainte, de saisir le procureur, d'informer le procureur de la République pour que lui, il puisse mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir condamner l'auteur de ce cyberharcèlement. Mais avant ça, si tu veux, avant le dépôt de plainte, il y a des choses à faire et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles d'anonymat, parce qu'en réalité, c'est un petit peu la clé du problème. C'est que la première chose à faire lorsqu'on est victime de cyberharcèlement, c'est de dénoncer. Et il faut absolument demander à l'hébergeur, à l'intermédiaire, le retrait du contenu et faire en sorte que la personne qui se rend coupable de cyberharcèlement, puisse être bloquée sur le réseau social. Je vais te donner un exemple. Sur Twitter, lorsque tu reçois énormément de messages, il faut signaler systématiquement les messages qu'on reçoit à Twitter pour que Twitter mette en place les moyens d'action nécessaires pour que ce harcèlement cesse. Maintenant, la difficulté, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas régis par la loi française. Ils sont régis par leur propre loi. Et notamment Twitter, c'est pas la loi française qui va être appliquée. Donc, toi, quand tu es victime de cyberharcèlement, tu signales le commentaire ou le message qui te porte atteinte et qui va nuire à ton état de santé. Et ensuite, c'est à Twitter de faire en sorte que ces messages cessent. Et c'est là où, en réalité, nous, on n'a pas vraiment de pouvoir d'action par rapport à eux, parce que c'est, comme je te disais, c'est pas la loi française, donc on ne peut pas leur imposer de faire supprimer des commentaires ou de bloquer une personne, parce que c'est pas notre arsenal et notre système juridique à nous, en France, qui va s'appliquer. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi systématiquement, et j'ai envie de dire, c'est le réflexe numéro 2
à avoir, et beaucoup de personnes ne savent même pas que ça existe, c'est signaler auprès de Faro. Faro, c'est une base qu'on a sur Internet de signalement, où là, c'est les services de police qui interviennent. Donc, quand on fait un signalement auprès de Faro et qu'on a un contenu qui est illégal, notamment quand ça va être du cyberharcèlement avec des propos qui vont être discriminants, qui vont être des menaces, notamment des menaces de mort ou autres, et bien là, pour le coup, on a l'arsenal juridique qui est suffisant pour essayer de trouver qui est l'auteur, qui est derrière ça. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que on a les moyens juridiques de pouvoir savoir qui est derrière un compte anonyme, qui est derrière un message anonyme. La seule chose, c'est que est-ce que les moyens juridiques dont on dispose pour pouvoir le faire sont utilisés? Et c'est là toute la difficulté, c'est que généralement, ils ne sont pas utilisés. Mais on a, par exemple, ne serait-ce que sur Paris, une chambre correctionnelle spécialisée qui, avec une équipe de police spécialisée, qui cherche régulièrement à retrouver les personnes qui sont derrière ces messages-là. Et très souvent, ces personnes-là sont retrouvées, elles sont arrêtées et elles sont déférées devant le tribunal. Maintenant, lorsque tu fais référence à la lenteur du système judiciaire, j'ai envie de te dire, là, la lenteur du système judiciaire, elle n'est pas propre au cyberharcèlement, elle est propre à notre système juridique en tant que tel. C'est-à-dire que quel que soit le problème juridique qu'on va avoir dès qu'on est victime, et dès qu'on est victime d'un délit, bah, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire le dépôt de plainte, le procureur qui doit se saisir de l'affaire, qui doit mener son enquête, et une fois qu'il a terminé son enquête, décider s'il a suffisamment d'éléments pour renvoyer la personne devant un tribunal correctionnel, un tribunal de police ou une cour d'assises en fonction du problème. Et là, dans le cadre du cyberharcèlement, c'est un délit, donc ce serait devant le tribunal correctionnel. Et le souci, c'est que il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis en place pour faire appliquer et faire respecter les règles de droit qu'on a. Et c'est pour ça, je pense que c'est important que de plus en plus de personnes en parlent de ce cyberharcèlement parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont cyberharcelées. C'est presque finalement devenu une habitude pour certains parce que cet anonymat qui donne l'impression d'être protégé alors que tu le dis aujourd'hui c'est important, il faut que les gens qui nous écoutent le retiennent, ce n'est pas un vrai anonymat, on peut découvrir qui se cache derrière chaque compte. Et puis parfois c'est pas l'anonymat, parfois c'est juste l'écran. Il est plus facile de s'autoriser finalement à dire certains commentaires quand on n'est pas face à face. Donc on a créé un monde virtuel qui est devenu le prolongement du monde réel. Et puis on peut voir vraiment de grosses dérives. Mais sur plusieurs plans, il y a deux affaires, moi je dirais, qui m'ont marqué de ce côté-là, où j'irais du côté du cyberharcèlement. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de la jeune fille qui s'appelait Shaina. Il y a eu beaucoup de hashtags justement justice pour Shaina qui a été assassinée. Et puis alors elle, des vidéos d'abus sexuels ont été diffusées sur les réseaux. Donc ça arrive à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui et c'est un mot terrible qui passe aussi finalement par les réseaux. Donc on peut vraiment trouver le pire et le meilleur par nos réseaux sociaux et par Internet. On peut trouver de quoi dénoncer parce qu'on est beaucoup à dénoncer et on peut trouver finalement ceux qui harcèlent et qui cherchent à détruire par ces mêmes voies, par ces mêmes canaux. Et puis l'autre affaire, nous en avions déjà parlé, qui maintenant date de quelques années, cet avocat qui avait été harcelé sur les réseaux sociaux, qu'on avait accusé d'avoir fait du plagiat, eh bien en fait c'était quand même un compte en ligne. C'était un compte en ligne qui avait commencé à regarder des choses de son côté et a créé quand même un cyberharcèlement parce que quand on regardait en dessous de cet avocat les tweets et les messages qu'il recevait, il y avait des messages de haine, des messages de violence, des appels à la violence. Donc ce compte anonyme avait créé un mouvement qui avait été suivi par des internautes. Cet avocat avait été harcelé, mais, et c'est là où je voudrais que nous en venions, des médias avaient relayé ce compte anonyme. Donc aujourd'hui, finalement, on peut être un compte anonyme, dire certaines choses, être relayé par les grands médias. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça, tu penses que c'est une chose qu'il faudrait aussi cadrer? Est-ce qu'il y a des moyens aussi, quand un compte anonyme qui te diffame est repris, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Quelles sont les réponses et quel est ton avis aussi sur Alors ces moi, nouvelles manières de faire? moi, mon avis par rapport, notamment par rapport au cyberharcèlement, est que c'est inadmissible que la justice soit aussi lente. Pour moi, c'est inadmissible. Parce qu'à partir du moment où on a les dispositifs juridiques qui existent pour pouvoir faire arrêter le cyberharcèlement, pour moi, c'est inadmissible qu'on n'intervienne pas immédiatement. Et je trouve ça aussi inadmissible que la France ne mette pas en place les moyens nécessaires pour trouver un accord, notamment par exemple avec Twitter ou avec les différents réseaux sociaux, pour que dès qu'un signalement soit fait,
il n'y ait pas un moyen d'action qui soit mis en place pour le faire cesser. Parce que les conséquences sont dramatiques. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on reconnaît l'infraction en tant que telle. On dit, voilà, le cyberharcèlement, c'est un délit, c'est reconnu comme tel. On sait ce qu'il faut faire pour faire condamner. Maintenant, il y a, à mon sens, il n'y a pas grand-chose de fait pour prévenir le cyberharcèlement et pour le faire cesser rapidement lorsque la personne en est victime. Là, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la jeune fille. On ne devrait pas aujourd'hui se retrouver dans une situation où une personne peut subir une atteinte, parce que comme je disais tout à l'heure, le harcèlement, c'est des actes répétés qui vont nuire à l'état de santé de la personne, mais à sa santé à la fois physique et à la fois mentale. Normalement, ces actes répétés, comme c'est des actes qui se font dans le temps, ils ne devraient pas durer longtemps. Mais pourquoi les conséquences sont extrêmement dramatiques? C'est parce que ces actes répétés ont la possibilité de pouvoir prospérer et vivre, j'ai envie de dire, sereinement sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille et c'est ce qui s'est passé également avec le confrère qui a été victime de cyberharcèlement. Tout simplement, si au moment où le compte anonyme avait été créé, au moment où l'harcèlement a commencé et que les signalements ont commencé, parce que tout de suite il a signalé, tout de suite il y a des gens qui ont signalé ces messages-là, si les moyens qu'on avait, qui existaient, avaient été appliqués et que ce compte avait été bloqué, ce compte avait été fermé et que tous les cyberharceleurs avaient été sanctionnés, ça n'aurait pas perduré dans le temps et peut-être que ça n'aurait pas été relayé par d'autres médias, ça n'aurait pas été relayé par d'autres personnes. Or, rien n'a été fait. Et moi, à mon sens, le problème se trouve là. C'est-à-dire que c'est comme un incendie. Si tu n'éteins pas l'incendie immédiatement, il va se propager. Le cyberharcèlement, c'est exactement la même chose. C'est une personne qui va allumer une brèche et tout de suite, ça va avoir effet boule de neige et puis ça va avoir des conséquences dramatiques. Ce qu'il faut, c'est intervenir tout de suite. Dès que le feu il commence, il faut l'éteindre. Il faut faire en sorte que ça s'arrête immédiatement. Or, ce n'est pas du tout ce qui est fait aujourd'hui et ce n'est pas fait notamment à cause du fait que les réseaux sociaux ne sont pas régis par la loi française, mais par les lois internationales, les lois américaines, etc. Et là, c'est là où il y a un travail qui doit être fait au niveau de la France pour faire en sorte qu'il y ait des accords qui soient faits pour que ça puisse cesser. Alors, sur un plan psychologique, on pourrait dire qui sont ces personnes qui cyberharcèlent? Eh bien, finalement, on peut voir divers profils. On peut voir des personnes qui font un harcèlement et qui n'en ont même pas conscience, parce que pour eux, faire des commentaires à répétition, ils ne savent pas la loi, ils n'en ont pas conscience. Donc, c'est une manière finalement de mettre toutes leurs émotions négatives au service d'une mauvaise cause. Donc, finalement, là, c'est une problématique d'éducation. C'est une problématique même au sens large. Je parle d'éducation, pas éducation que du côté des adolescents ou de l'enfance, mais même des adultes qui n'ont pas conscience de ce que c'est que de mettre un commentaire, d'appuyer sur le bouton, de mettre ça en ligne et de pouvoir détruire les gens. Il y avait aussi une influenceuse qui s'est suicidée, je crois, l'an dernier. Donc, selon à quelle étape on est de sa propre psychologie, ça peut vraiment avoir des impacts gravissimes. Et puis, parfois, vous aurez des personnes qui ont vraiment une instabilité, qui vont faire du cyberharcèlement comme elles auraient fait du harcèlement, sauf que ça prend la forme de l'ère d'aujourd'hui. Et ces personnes-là, il peut y avoir un côté dangereux, effectivement. On peut parfois tomber sur des personnes qui ont vraiment une problématique. Et donc, la loi est importante. C'est pour ça que je le dis souvent quand on me contacte, parce que comme on a réalisé une étude, j'ai été contactée par beaucoup de personnes qui subissent ce cyberharcèlement. Il faut vraiment, même si on a l'impression que ça ne marche pas, il faut constamment, comme tu le disais, Pesma, avoir recours à la loi. Je pense que la loi, c'est quand même, finalement, les hommes font les lois et les lois font les hommes. Et donc, quelque part, avoir recours à la loi, c'est une manière aussi de dire ça, on n'a pas le droit de me faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, finalement, il faut que toute personne qui est victime en ligne, même si c'est un petit détail, même si elle se dit qu'elle le vit bien, il faut toujours finalement essayer d'aller jusqu'au bout, parce que plus les cyberharceleurs seront condamnés, et ils le seront, plus finalement notre société va avancer, où chacun devra assumer ses propos jusqu'au bout. Le harcèlement, comme je te disais, enfin le cyberharcèlement, c'est du harcèlement. Ça va être des actes. En fait, il faut le penser par rapport à la victime. Dès lors qu'il y a des actes répétés qui vont venir nuire à mon état de santé, je suis victime de harcèlement. Ça signifie que une information, lorsqu'elle est répétée, et qu'elle est diffusée, propagée, qu'elle circule, et que ça nuit à mon état de santé, que ça va nuire à mon intégrité, que ça va nuire à mon image, que ça va nuire à la personne que je suis, c'est du harcèlement. Donc le caractère répété et l'impact sur la personne qui le vit, donc que ça nuit à la santé. C'est ça les deux éléments.
C'est ça, santé physique ou mentale. Parce que là, en fait, il faut vraiment penser, il faut penser par rapport à la victime. Il y a des infractions où, au niveau pénal, comment sont définies les infractions pénales? Elles sont définies lorsqu'elles vont nuire et qu'elles vont causer un trouble à l'ordre public. Là, dans le cyberharcèlement, le trouble à l'ordre public, c'est l'atteinte à la victime. C'est une personne qui est en train de subir des choses qui peuvent la conduire jusqu'au suicide. Donc il faut intervenir immédiatement, il faut penser à elle. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, pour moi, la difficulté dans ce genre de situation, c'est comment faire en sorte que ça s'arrête tout de suite pour préserver la victime. Et alors, est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu aurais des conseils aussi, finalement? Donc, il y a le long terme, qui est la voie légale, la justice. À court terme, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce qu'on conseille souvent aux gens de quitter les réseaux sociaux, mais finalement, il y aurait quelque chose de triste si nos sociétés marchaient comme ça, que celui qui est harcelé doit quitter les réseaux sociaux. J'ai encore le cas récemment d'une personne, d'une influenceuse à qui on avait dit de quitter ses réseaux, mais si c'est son identité, cette manière-là qu'elle a de vivre, ça peut être difficile. Donc moi, je ne conseillerais pas forcément de quitter les réseaux. Moi, ce que je conseillerais, et c'est ce que je m'applique à moi-même, et c'est plutôt facile quand on s'applique cette rigueur d'esprit, c'est de la distance. Ne pas lire ce qui est écrit, avoir beaucoup de distance, observer ça dans l'analyse, voir le côté pathologique de l'autre aussi qui met certaines choses en ligne. Est-ce que finalement, toi, tu aurais d'autres conseils quand à court terme, la personne veut essayer de se détacher tout en continuant son travail, tout en continuant ce qu'elle aime faire? Alors, je te disais, la première chose à faire enfin moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de signaler. Signaler. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument signaler? Parce que pour que l'hébergeur puisse intervenir, il faut déjà qu'il soit mis au courant. Et pour que demain on puisse engager sa responsabilité, il faut aussi qu'il soit mis au courant. Parce qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose s'il n'en a pas été informé. Donc la première chose, c'est signaler aux intermédiaires. Ça, c'est la première action à faire. La deuxième chose à faire, signaler auprès de Faro. Donc, on signale auprès de l'hébergeur. Deuxième chose, on signale auprès de Faro. Troisième action, on signale auprès du procureur de la République. Ça signifie qu'on dépose une plainte soit en ligne, soit on se rend au commissariat ou à la gendarmerie, sachant que bien évidemment, si on décide de déposer plainte, il faut absolument avoir des preuves. Donc, faire des captures d'écran, un maximum de captures d'écran pour pouvoir avoir des éléments suffisants pour que derrière le procureur puisse enquêter et qu'il puisse condamner la personne. Ça, c'est les moyens d'action au niveau de la victime. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que le système judiciaire aille plus vite parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est beaucoup trop lent. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que une fois qu'une personne a été identifiée et qu'elle est renvoyée devant un tribunal correctionnel pour répondre de ses actes, moi, ce que j'aimerais, c'est que les sanctions soient suffisamment lourdes et exemplaires pour que les personnes comprennent que c'est un délit, parce que c'est un délit pour lequel on encourt, lorsque la victime a plus de 15 ans, on encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et la troisième chose, c'est que j'aimerais que lorsque ces personnes sont condamnées, bien évidemment sous couvert d'anonymat, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, mais il faut informer. Il faut le dire, il faut que l'information circule. Parce que si, lorsqu'on est derrière son téléphone et qu'on est sur son clavier, on n'a pas conscience que ce qu'on va écrire peut avoir des conséquences juridiques extrêmement graves, bah bien évidemment, c'est facile, c'est la simplicité. Oh bah là, je vois que telle personne, on est en train de la harceler. Moi, ça m'amuse, ça me fait rire, alors je vais envoyer un petit message, allez, je vais participer. Mais si je n'ai pas conscience, et si je ne sais pas que le message que je vais écrire, bah derrière, il peut me faire encourir 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, bah c'est facile. Alors que si je sais ou si j'ai entendu parler que telle personne, elle a été condamnée à 1 an de prison, elle a eu de la conditionnelle ou elle a été… je sais pas, parce que la victime a eu des conséquences extrêmement graves à la suite d'un message qu'elle a reçu, eh bien, moi, je pense que c'est là la clé du problème, tant qu'un accord n'est pas trouvé entre la France et les différents hébergeurs. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que c'est extrêmement important, c'est l'éducation. Il faut éduquer. Il faut les éduquer, les gens qui utilisent Twitter, qui utilisent Instagram, qui utilisent Facebook. Il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent que lorsqu'ils ont
envoyer un message, ça peut avoir des conséquences. Et les conséquences que ça peut avoir, et ben derrière, peut-être que demain, ils vont devoir répondre de ces conséquences. Et que les réponses qu'ils vont devoir apporter vont être juridiques. Et ça peut être au niveau pénal, ils peuvent être condamnés à des peines de prison. Tant que ce message ne passera pas, et tant que les gens ne comprendront pas, et tant qu'on continuera à véhiculer l'idée qu'en réalité, on est peut-être protégé par l'anonymat, bah bien évidemment que pourquoi tu veux qu'ils arrêtent? Et notamment sur Twitter, parce que autant moi, de mon expérience et de ce que j'ai pu constater, que sur Facebook, sur Instagram, c'est assez rapide, ça va vite. Sur les forums aussi, ça va assez vite. Lorsqu'on signale, il y a même des systèmes qui sont mis en place de surveillance, où on surveille ce qui est publié, ce qui est partagé, ce qui est posté. Le vrai problème, c'est Twitter. Parce que Twitter, malgré le fait qu'on signale, eh bien, ça continue. Et c'est là que c'est problématique parce que quasiment, je ne vais pas dire 50% des personnes qui sont victimes de cyberharcèlement et qui subissent des conséquences, parce que quand on voit l'infraction, on regarde toujours en parallèle le dommage. Et les dommages extrêmement graves qu'on a auprès des victimes, souvent c'est sur Twitter. Donc voilà un petit peu moi, je pense que c'est signaler. Et une fois qu'on a signalé, il faut absolument qu'on fasse en sorte que la réponse judiciaire soit lourde, mais qu'une fois que la réponse judiciaire lourde, on l'a obtenue, il faut que les médias fassent leur travail et qu'ils fassent circuler l'information. Parce que quand c'est pour, comme tu disais tout à l'heure, partager des informations qu'on retrouve sur des comptes anonymes, ils sont doués. Ça, ils savent le faire et l'information circule vite. Mais ça serait bien aussi que quand on a une personne qui est condamnée à 1 an de prison ou qu'elle est condamnée, je ne sais pas moi, à des tiges ou à des jours amende ou autre, et ben aussi que l'information circule et qu'elle circule à répétition, parce que le fait de répéter, ça finit par rentrer dans les esprits et qu'à force de leur dire, telle personne, elle a été condamnée, voilà, telle situation a fait lieu d'une condamnation, a fait l'objet d'une condamnation pénale de je ne sais pas tant de mois de prison et tant d'amende, eh bien, il n'y a que comme ça, il n'y a que en faisant circuler cette information-là qu'on éduquera les gens, parce qu'on est dans un système qui est répressif, et là, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il faut condamner les gens pour qu'ils arrêtent. Donc, il faut que lorsque des personnes sont condamnées, l'information circule. Et donc effectivement, alors ce sera peut-être ça le mot de la fin, et que donc finalement communiquer sur le fait que les gens sont condamnés, qu'aujourd'hui on n'est plus dans une zone de non-droit. Il y a peut-être une impression de zone de non-droit, mais concrètement parlant, et tu nous dis aujourd'hui, ce n'est absolument pas une zone de non-droit, et bien que tôt ou tard, chaque personne qui crée ou qui est à l'origine d'un cyberharcèlement va le payer légalement parlant. Et si vous en êtes victime, et je reviendrai avec un point psychologique un peu plus tard, si vous en êtes victime, si vous ne signalez pas ou si les gens ne signalent pas, eh bien, il ne se passe rien. Donc la clé, c'est quand même de se dire, comme tu le dis souvent, c'est ton slogan, je crois même, vous avez des droits, utilisez-les. C'est ça que tu dis C'est vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Et le s'il vous plaît, tu sais, dans ma devise, pourquoi je l'ai utilisé et pourquoi il est extrêmement important, c'est parce que souvent, les victimes, elles savent qu'elles ont des droits, mais elles n'ont pas la force d'aller au bout. Elles n'ont pas cette force et cette énergie parce qu'elles n'y croient pas. Elles se disent, voilà, le système va être trop lent, le système judiciaire ne va pas m'entendre, ne va pas m'écouter. Mais non, vous avez des droits, il y a des droits, il y a des règles de droit, il y a des lois qui existent. Mais s'il vous plaît, si vous ne le dénoncez pas, si vous ne faites pas en sorte que ça arrive jusqu'au procureur, et si vraiment vous ne faites pas en sorte de vous battre pour que votre droit soit respecté, bien évidemment, votre justice ne vous sera pas faite. Donc, il faut absolument faire en sorte que vos droits vous soient respectés. C'est pour ça, en fait, que j'ai cette devise. C'est extrêmement important. Et puis parfois aussi, c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'on subit quelque chose. Je vois aussi beaucoup de personnes, notamment sur Twitter, qui sont cyberharcelées réellement, parfois par les mêmes personnes, et puis qui ne bougent pas, qui ne font rien. Alors ils diront que c'est parce que quelque part ça ne les atteint pas ou qu'ils s'en fichent, mais Ou le elles te diront caractère. aussi que, excuse-moi, je te coupe, ou elles te diront aussi, mais et c'est là où c'est dramatique, elles te diront, c'est les règles du jeu. Quand Oui. tu es sur Twitter, tu prends le risque et tu acceptes l'idée de te faire harceler. Ça signifie qu'elles en sont arrivées à un stade où, lorsqu'elles vont sur Twitter, elles se sont conditionnées à être victimes d'un délit. Mais exactement, Et et elles ce n'est pas, l'acceptent. et ce n'est pas les règles du jeu finalement. On peut penser que c'est les règles du jeu, mais non. Il Et suffirait que non. chaque personne tape du poing et exige que ce ne soit pas comme ça pour que déjà ça se transforme. Et c'est important, même ceux qui sont très distanciés, c'est aussi mon cas finalement. Je suis très distanciée, mais maintenant, aujourd'hui, je réalise que c'est important de signaler, de ne rien laisser passer, parce qu'il y a aussi un caractère pathologique derrière certains qui sont dans ce cyberharcèlement-là.
Et donc, quelqu'un qui va harceler un instant A pourra harceler à d'autres instants de sa vie d'autres personnes qui pourraient le vivre autrement. Donc, il y a une vraie utilité de santé publique, finalement, de ne pas croire que c'est un jeu, de ne pas croire que c'est un combat intéressant. Il y a des combats très intéressants à mener, mais celui-là, il faut vraiment qu'il soit légal. En fait, il faut que cette zone se transforme en une zone très régularisée. Et donc, finalement, il faut, à chaque fois qu'il y a du cyberharcèlement, s'y habituer, c'est rendre possible que d'autres soient aussi cyberharcelés. Donc vraiment, comme tu dis, s'il vous plaît, faites respecter vos droits. Pour vous ou pour les autres, c'est vraiment Mm. important que chaque droit soit respecté. Besma, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Donc c'est un cycle de Merci à toi. conférences, donc il y aura d'autres sujets que je vais te proposer. Puis restez connectés, informés. Je mettrai une liste de prochaines conférences. Vous pouvez aussi envoyer vos propositions. Et puis on essaiera de traiter tout ça ensemble autour de la justice, de la société et de la psychologie. À très bientôt.